Le coup de feu qui a retenti dans le canyon a fait s'envoler les oiseaux des pins. La main de Carter Anderson s'est instinctivement portée sur son revolver. Il a éperonné son cheval pour avancer dans la nature sauvage et dense du Montana qui bordait son ranch. Depuis près d'une heure, il suivait la trace d'un mouvement le long de la limite est de sa propriété. Il s'attendait à trouver des voleurs de bétail ou peut-être ces pilleurs des camps miniers près de Bannack. Ces derniers avaient causé des ennuis aux éleveurs tout au long de l'été de 1878. Ce qu'il trouva à la place le fit arrêter net son cheval. Sa main quitta son arme et la confusion remplaça sa posture défensive. Une femme se tenait au milieu des buissons de baies sauvages qui poussaient en abondance le long du lit du ruisseau. Sa simple robe de coton était tachée de jus violet. Un panier tressé pendait au creux de son bras. Elle s'était figée au son de son approche, ses yeux sombres écarquillés d'alarme, une main encore tendue vers une branche particulièrement chargée. Un instant, ils se sont simplement regardés, à travers les 6 mètres de terrain accidentés qui les séparaient. Le seul son était le doux murmure du ruisseau et le piétinement nerveux du cheval de Carter. Elle était belle, d'une manière simple, qui le prit au dépourvu. Ses cheveux auburn étaient relevés en un chignon pratique, bien que plusieurs mèches se soient échappées pour encadrer son visage. Ses joues étaient rouges à cause de l'effort et du chaud soleil de l'après-midi. Elle ne devait pas avoir plus de 22 ou 23 ans, estima-t-il, proche de ses propres 27 ans. Il y avait une honnêteté sur son visage qui lui dit immédiatement qu'elle n'était pas une menace. Mais il avait appris il y a longtemps que les apparences pouvaient être trompeuses. Ceci est une propriété privée, dit-il, gardant sa voix égale et ferme sans être dur. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Le visage de la femme passa de simplement rouge à profondément écarlate. Elle posa immédiatement son panier, ses mains se levant dans un geste d'excuse et de reddition. « Je suis désolé. Je ne savais pas, dit-elle, et il put entendre une véritable détresse dans sa voix. Je viens d'arriver dans la région la semaine dernière. On m'a dit que tout le monde pouvait cueillir les baies le long de ce ruisseau. Je n'avais aucune idée que cette terre appartenait à quelqu'un. S'il vous plaît, je ne voulais pas faire de mal. » Son accent était de l'Est, raffiné mais pas trop, le genre de diction qui suggérait une éducation, mais pas nécessairement la richesse. Carter se retrouva à descendre de cheval presque sans en avoir conscience. Sa curiosité l'emportait sur sa méfiance initiale. De près, il pouvait voir que sa robe, bien que propre et bien reprisée, avait connu des jours meilleurs. Ses bottes étaient usées presque jusqu'à la corde au niveau des semelles. Le panier contenait peut-être 2 livres de mûres sauvages. Ce n'était guère le butin de quelqu'un cherchant à exploiter commercialement ses terres. « Qui vous a dit que les baies ici étaient libres à la cueillette ?» demanda-t-il, modérant légèrement son ton en constatant les signes évidents de sa détresse. Elle se tordait les mains maintenant, et il pouvait voir un léger tremblement dans ses doigts. « La femme qui tient la pension de famille à Bannack, » répondit-elle rapidement. « Madame Harriet Sullivan. Quand je lui ai dit que je cherchais des moyens de compléter mon petit revenu, elle a mentionné les parterres de baies. Elle n'a jamais dit qu'ils se trouvaient sur la propriété privée de quelqu'un. Je ne serais jamais venu si j'avais su. Je ne suis pas une voleuse, monsieur. J'essaie simplement de joindre les 2 bouts. » Carter sentit une partie de sa méfiance s'apaiser. Il connaissait assez bien Harriet Sullivan pour savoir qu'elle était une femme honnête, même si elle était parfois négligente sur les détails. Le ruisseau traversait en effet plusieurs miles de terre ouverte avant de croiser sa propriété, et les buissons de baies poussaient en abondance sur la majeure partie de sa longueur. Une erreur honnête de la part de quelqu'un de nouveau dans la région était tout à fait plausible. « Qu'est-ce qui vous amène à Bannack ?» se surprit-il à demander, curieux malgré lui. La ville minière avait connu des jours meilleurs depuis les années de la ruée vers l'or. C'était une destination inhabituelle pour une femme seule et raffinée. Elle hésita, ne sachant manifestement pas s'il engageait de la conversation ou s'il l'interrogeait. « Je suis venue pour prendre un poste d'institutrice, » dit-elle finalement. La ville n'en avait pas depuis près d'1 an et ils ont publié une annonce dans plusieurs journaux de l'Est. J'ai accepté le poste et j'ai voyagé ici depuis la Pennsylvanie. Je m'appelle Clara Montgomery. Carter Anderson, répondit-il automatiquement, puis il ajouta, « Ce ranch appartient à ma famille depuis 15 ans. Nous élevons du bétail et des chevaux sur environ 3000 acres. Vous êtes actuellement à environ 2 miles à l'intérieur de ma concession. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent.
2 miles. Je n'avais aucune idée d'avoir marché si loin. Je suis vraiment désolé, Monsieur Anderson. Je vais partir immédiatement et je promets de ne pas revenir. Je ne veux pas de problème. Elle se pencha pour récupérer son panier et il la vit grimacer légèrement en se redressant. Suivant son regard, il remarqua ses pieds et comprit. Les bottes usées avaient probablement provoqué des ampoules pendant sa longue marche. Et elle avait encore 2 miles à parcourir avant de quitter sa propriété, plus la distance pour atteindre Bannack. Quelque chose en lui s'adoucit malgré son bon jugement. Le ranch l'avait rendu prudent au fil des ans. Il était protecteur de ce qui lui appartenait après avoir travaillé si dur pour maintenir et développer ce que son père avait commencé. Mais il n'était pas un homme cruel. Et il pouvait voir que Clara Montgomery était exactement ce qu'elle semblait être. Une femme honnête qui avait fait une erreur innocente. Gardez les baies, dit-elle, prenant une décision. Et la prochaine fois que vous voudrez en cueillir, venez d'abord à la maison du ranch et demandez la permission. Il y a un coin encore meilleur que celui-ci à environ 1 mile au nord de la limite de ma propriété. Je vous montrerai où avant que vous ne partiez. Le soulagement qui inonda son visage était si sincère qu'il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine de manière inattendue. Merci, Monsieur Anderson. C'est très gentil de votre part. Plus gentil que je ne le mérite pour avoir violé votre propriété. Comment êtes-vous venu jusqu'ici? Demanda-t-il. Avez-vous marché tout le chemin depuis Bannack? Elle hocha la tête. Je n'ai pas de cheval et je ne peux pas me permettre d'en louer un. Ce n'est qu'à environ 5 miles, je crois. La marche ne m'a pas dérangé. La campagne ici est magnifique, si différente de la Pennsylvanie. 5 miles avec ses bottes, pensa Carter Orr, plus les 2 miles qu'elle avait déjà parcourus sur ses terres. Vous n'arriverez jamais à rentrer avant la nuit, dit-il en jetant un coup d'œil au soleil qui commençait déjà sa descente vers les sommets de l'ouest. Pas à pied, et ces montagnes ne sont pas un endroit où se faire surprendre après le coucher du soleil si on ne connaît pas le terrain. Il y a des ours, des pumas, et le terrain devient dangereux. Il vit l'alarme traverser son visage. Je n'avais pas réalisé à quel point il était tard. Je devrais partir immédiatement. Ma maison de ranch est plus proche que Bannack d'ici, dit-il, prenant à nouveau une décision qui le surprit lui-même en la prononçant. Vous pourrez vous y reposer, dîner, et je vous ramènerai en ville en chariot. Ce sera plus sûr et plus rapide. Clara parut incertaine, la bienséance luttant avec le pragmatisme sur son visage expressif. Je ne pourrais pas abuser de votre hospitalité, Monsieur Anderson. Vous avez déjà été plus que généreux en pardonnant ma transgression. Ce n'est pas un abus, dit-il fermement. C'est du bon sens. Comme je l'ai dit, ces montagnes sont dangereuses après la tombée de la nuit, surtout pour quelqu'un qui ne les connaît pas. Ma gouvernante sera là, donc vous n'avez pas à vous soucier de votre réputation. Madame Chen est très à cheval sur ce genre de choses. La mention d'une gouvernante sembla apaiser quelque peu son inquiétude. Après un autre moment d'hésitation, elle hocha la tête. Merci, j'accepte votre aimable offre. J'avoue que mes pieds sont assez douloureux. Carter mena son cheval pendant qu'il marchait, gardant un rythme lent pour s'adapter à l'inconfort évident de Clara. Il se sentit étrangement conscient de sa présence à ses côtés. Il remarqua la façon dont elle regardait autour d'elle avec un intérêt sincère pour le paysage, commentant parfois un arbre particulier ou la façon dont la lumière tombait sur les montagnes. Elle avait l'œil pour la beauté, réalisa-t-il, et une appréciation pour la nature sauvage qui était rare chez les nouveaux arrivants de l'Est. La plupart se plaignaient de l'isolement, de la rudesse, du manque de civilisation. « Depuis combien de temps enseignez-vous » demanda-t-il alors qu'il suivait un sentier de gibier qui les mènerait plus directement à la maison du ranch. « Ce sera mon premier poste, » admit-elle. « J'ai terminé ma formation à l'école normale il y a 2 ans, mais les postes en Pennsylvanie étaient difficiles à trouver. Il y avait beaucoup de candidats et peu d'ouverture. Quand j'ai vu l'annonce pour Bannack, cela m'a semblé être la providence. Le salaire est modeste mais juste, et la ville me fournira une petite cabane. J'espère faire une différence pour les enfants d'ici. » Il y avait une sincérité dans sa voix qu'il trouva séduisante. « La ville aura de la chance de vous avoir. Le dernier instituteur n'a duré que 4 mois avant de décider que l'isolement était trop pesant et de retourner à l'Est. Avant cela, il n'y avait pas eu d'école pendant près de 3 ans. Madame Sullivan m'en a parlé, dit Clara.
Elle a dit qu'il y a environ 20 enfants en âge scolaire à Bannack et dans les ranchs environnants. Mais il peut être difficile de faire venir régulièrement les enfants des ranchs pendant les saisons chargées. Il est difficile de se passer de la main-d'œuvre, reconnut Carter. Même les enfants sont nécessaires pendant la saison des vélages, les rassemblements de bétail, les récoltes. Mais l'éducation est importante. Mon père s'est assuré que je sache lire, écrire et compter, même si nous travaillions sur ce ranch de l'aube au crépuscule la plupart du temps. Vous avez perdu votre père? Demanda doucement Clara, relevant son utilisation du passé. Il y a 3 ans, dit Carter. Un cheval l'a projeté à terre pendant une tempête. Il s'est brisé le cou. Au moins, ça a été rapide. Ma mère était décédée l'année précédente d'une pneumonie. Alors le ranch est à moi maintenant, pour le meilleur ou pour le pire. Je suis désolé pour vos pertes, dit Clara, et il entendit une sympathie sincère dans sa voix. Mes propres parents sont décédés quand j'avais 16 ans. Un incendie d'usine à Philadelphie. Ils travaillaient dans différentes parties du bâtiment, mais aucun n'a survécu. J'étais à l'école quand c'est arrivé. Ils marchèrent en silence et en bonne entente pendant quelques minutes. 2 personnes qui avaient appris trop jeunes ce que signifiait être seul au monde. Carter se retrouva à réviser son évaluation initiale de Clara Montgomery. Elle n'était pas seulement une femme raffinée de l'Est tentant l'aventure dans l'Ouest. C'était quelqu'un qui avait connu des difficultés, qui avait persévéré malgré les pertes, qui avait traversé un continent seul pour construire une nouvelle vie. Il y avait de l'acier sous cette douce apparence. La maison du ranch apparut alors qu'il franchissait une petite crête. Il ressentit une fierté familière à cette vue. Elle n'était pas grandiose selon les standards de l'Est, mais elle était solide et bien construite. Un témoignage du savoir-faire de son père et de son propre travail acharné au fil des ans. La maison principale était construite en rondins de pin avec une cheminée en pierre à une extrémité. Un large porche s'étendait sur 2 côtés. Plusieurs dépendances parsemaient la zone. Une grange, un dortoir pour les ouvriers du ranch, un fumoir et divers hangars et enclos. De la fumée s'élevait de la cheminée principale, indiquant que Mme Chen préparait le repas du soir. « C'est charmant, dit Clara, et il pouvait entendre qu'elle le pensait vraiment. Vous avez construit quelque chose de merveilleux ici. Mon père a construit la plus grande partie, dit honnêtement Carter. J'ai juste essayé de maintenir ce qu'il a commencé et d'y ajouter ce que je peux. Nous avons environ 200 têtes de bétail et 30 chevaux. J'ai 4 employés à plein temps et nous embauchons de l'aide supplémentaire pendant les saisons chargées. Ils s'approchèrent de la maison juste au moment où une femme chinoise plus âgée sortit sur le porche, s'essuyant les mains sur son tablier. Madame Chen était au ranch depuis 5 ans. Elle avait été engagée à l'origine pour soigner la mère de Carter pendant sa dernière maladie. Elle était simplement restée ensuite pour gérer la maison. Elle était efficace, honnête et totalement imperturbable. Des qualités que Carter appréciait beaucoup. « Monsieur Carter », appela-t-elle dans son anglais précis, « vous êtes en avance pour le souper et vous amenez une invitée. » Madame Chen, voici Mademoiselle Clara Montgomery, la nouvelle institutrice de Bannack. Elle cueillait des baies sur la concession Est, ne sachant pas que c'était une propriété privée. Je l'ai invitée à se reposer et à souper avec nous avant de la ramener en ville. Les yeux vifs de Madame Chen examinèrent en un instant les bottes usées et le visage fatigué de Clara. « Bien sûr, dit-elle chaleureusement. « Bienvenue, Mademoiselle Montgomery. Veuillez entrer. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un thé et d'une chaise. » L'intérieur de la maison du ranch était aussi solide et bien entretenu que l'extérieur. La pièce principale servait à la fois de salon et de salle à manger. Il y avait une grande cheminée en pierre à une extrémité et une table en bois substantielle pouvant accueillir 8 personnes. Les meubles étaient simples mais bien faits et tout était d'une propreté impeccable. Des escaliers à l'arrière menaient à ce que Clara supposa être les chambres à coucher au 2e étage. Madame Chen s'affaira, mettant la bouilloire à chauffer et tirant une chaise pour Clara. « Asseyez-vous, insista-t-elle. « Enlevez ces bottes. Je vais apporter de l'eau pour tremper vos pieds. Monsieur Carter, allez vous laver. Le souper sera prêt dans une demi-heure. » Carter obéit sans poser de questions, disparaissant dans les escaliers, tandis que Clara enlevait avec reconnaissance ses bottes et examinait avec tristesse ses pieds couverts d'ampoules. Madame Chen revint avec une bassine d'eau tiède et des linges doux. « Trempez-les, ordonna-t-elle gentiment.
Ensuite, je mettrai de la pommade sur les ampoules. Vous avez beaucoup marché aujourd'hui, n'est-ce pas? Trop, apparemment, admet Clara. Je ne suis pas habitué aux distances ici. Tout semble tellement plus étendu que dans l'Est. Vous apprendrez, dit Madame Chen. L'Ouest exige une pensée différente, des préparations différentes. Vous avez de la famille à Bannack? Aucune famille nulle part, dit Clara. Je suis venue pour le poste d'institutrice. Je commence dans 2 semaines, une fois que la cabane de l'école sera prête. Madame Chen hocha la tête pensivement. Bannack est une ville rude, une ville minière. Vous devrez être forte. Mais les gens sont pour la plupart bons, juste un peu rustres. Le thé était chaud et parfumé, et Clara le sirota avec gratitude tout en trempant ses pieds endoloris. Elle pouvait entendre Carter bouger à l'étage, le bruit de l'eau dans une bassine, le craquement des lattes du plancher. C'était sa maison, l'endroit où il avait construit sa vie après avoir perdu tous ceux qu'il aimait. Elle comprenait cette volonté de créer quelque chose de solide, de durable face à la perte. Quand Carter redescendit, il avait troqué ses vêtements de cavalier poussiéreux contre un pantalon propre et une chemise fraîche. Il s'était visiblement rasé et lavé. Clara se surprit à remarquer des détails qu'elle avait été trop nerveuse pour observer auparavant. La façon dont ses cheveux sombres bouclaient légèrement lorsqu'ils étaient humides, la largeur de ses épaules, la force cailleuse de ses mains. C'était un bel homme d'une manière robuste et pratique qui convenait au pays où il vivait. Le souper était simple, mais délicieux. Un ragoût de bœuf avec des légumes du jardin de Madame Chen, du pain frais et une tarte aux pommes faite avec les fruits du petit verger du ranch. Carter mangeait avec l'efficacité concentrée d'un homme habitué au travail physique, mais il avait de bonnes manières et s'assurait que Clara ne manquait de rien. « Parlez-moi de Bannack, » dit Clara pendant qu'il mangeait. « À quoi dois-je m'attendre quand l'école commencera? » Carter réfléchit attentivement à la question. C'est une ville minière, donc la population fluctue avec la fortune des concessions. En ce moment, il y a peut-être 200 résidents permanents, plus une centaine d'autres qui vont et viennent. La ville a connu des jours meilleurs depuis que les grandes veines se sont épuisées, mais il y a encore de l'or à trouver. Et les ranchs de la région assurent une certaine stabilité. Madame Sullivan semble être une citoyenne respectable, proposa Clara. Elle l'est, acquiesça Carter. Son mari a été tué dans un accident minier il y a 6 ans, et elle a ouvert la pension pour subvenir à ses besoins. Elle est honnête et juste, ce qui n'est pas peu dire dans une ville minière. Le shérif, Tom Reynolds, est aussi un homme bon. Il maintient l'ordre sans être trop autoritaire. Vous serez en sécurité à Bannack, mais vous devriez être prudente et ne pas aller n'importe où seule, surtout la nuit. J'apprécie le conseil, dit Clara. J'avoue que je suis un peu nerveuse à l'idée de commencer. Je n'ai jamais enseigné auparavant et je crains de ne pas pouvoir répondre aux besoins des enfants. Vous avez marché 7 miles avec des ampoules aux pieds pour cueillir des baies afin de compléter vos revenus, dit Carter sans détour. Cela me dit que vous avez la détermination de faire tout ce qui doit être fait. Les enfants de Bannack ont besoin de quelqu'un qui se soucie assez pour essayer. Vous vous en sortirez très bien. La simple confiance dans ses paroles la réchauffa plus que le thé ne l'avait fait. Ils parlèrent facilement pendant le reste du repas, abordant des sujets allant des défis de l'élevage au voyage de Clara vers l'ouest, en passant par les changements que tous deux avaient observés dans leurs régions respectives du pays. Carter se surprit à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des mois, entraîné par l'esprit vif de Clara et sa capacité à trouver de l'humour même dans les difficultés. Après le souper, Madame Chen pansa les pièces de Clara avec des linges doux traités à la pommade cicatrisante. Elle sortit une paire de bottes usées mais fonctionnelles qui avaient appartenu à la mère de Carter. Celle-ci pourrait être plus confortable que les anciennes, dit-elle. Madame Anderson aurait voulu qu'elle serve. Clara essaya de protester, mais Carter et Madame Chen insistèrent. Et en effet, les bottes lui allaient raisonnablement bien avec une paire de chaussettes supplémentaires. Le geste toucha profondément Clara, cette gentillesse de la part de personne qui ne la connaissait que depuis quelques heures. Le trajet jusqu'à Bannack dura un peu plus d'1 heure dans le chariot de Carter, tiré par 2 solides chevaux de trait qui connaissaient bien la route. Le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet qui coupèrent le souffle à Clara. Elle était assise à côté de Carter sur le siège du chariot, enveloppée dans une couverture que Madame Chen avait insisté pour qu'elle prenne contre l'air frais du soir.
Je ne saurais jamais assez vous remercier pour votre gentillesse aujourd'hui, dit Clara alors qu'il cahotait sur la route défoncée. Vous auriez pu me faire arrêter pour violation de propriété ou simplement me renvoyer. Au lieu de cela, vous m'avez nourri, soigné mes pieds, donné les bottes de votre mère, et maintenant vous me ramenez à la maison. C'est plus que de la gentillesse, c'est de la grâce. Carter resta silencieux un moment, sa main ferme sur les rênes. Ma mère disait que la mesure d'une personne n'est pas la façon dont elle traite ceux qui peuvent l'aider, mais la façon dont elle traite ceux qui ne le peuvent pas. Vous avez été honnête à propos de votre erreur et vous aviez clairement besoin d'aide. J'ai fait ce que n'importe qui devrait faire, mais pas ce que tout le monde ferait, dit doucement Clara, surtout pas pour une étrangère. Peut-être que nous n'avons pas à être des étrangers, dit Carter, les mots sortant avant qu'il n'y ait complètement réfléchi. Bannack n'est pas si loin du ranch, et vous devrez savoir quels coins à baie sont sûrs pour la cueillette. Il fit une pause, puis ajouta plus prudemment. Je serais heureux de vous faire visiter la région, de vous aider à apprendre le terrain, si vous le souhaitez. Même dans la lumière déclinante, il put voir le sourire qui illumina son visage. J'aimerais beaucoup cela, Monsieur Anderson. Carter, dit-il, si nous devons être amis, vous devriez m'appeler Carter. Alors, vous devez m'appeler Clara, répondit-elle, et quelque chose dans la façon dont elle le dit fit battre son cœur un peu plus vite. Ils arrivèrent à Bannack alors que la nuit tombait sur la ville. Des lanternes brillaient aux fenêtres, et le son d'un piano provenait d'un des saloons. Carter arrêta le chariot devant la pension de Madame Sullivan, un bâtiment de 2 étages qui comptait parmi les plus respectables de la rue principale. Madame Sullivan elle-même sortit au bruit du chariot, son visage rond plissé d'inquiétude. « Clara, je commençais à m'inquiéter. Tu as dit que tu serais de retour avant la nuit. »« Je suis désolé, Madame Sullivan, dit Clara, alors que Carter l'aidait à descendre du chariot. J'ai marché plus loin que prévu et je me suis retrouvé sur les terres du ranch de M. Anderson. Il a eu la gentillesse de me donner à souper et de me ramener saine et sauve. » L'expression de Madame Sullivan passa de l'inquiétude à l'approbation en regardant Carter. « C'était gentil de ta part, Carter, bien que je sente que je dois des excuses à Clara. Je lui ai dit que les coins d'abeilles le long du ruisseau étaient libres à la cueillette, et je n'ai pas pensé à mentionner que le ruisseau traverse ta propriété à un moment donné. »« Aucun mal n'a été fait, » l'assura Carter. « Et Clara est la bienvenue pour cueillir des baies sur mes terres à tout moment, tant qu'elle demande d'abord. » Il déchargea le panier de baies de Clara du chariot, ainsi que la couverture, que Madame Sullivan prit avec des yeux entendus qui rendirent soudain Carter et Clara mal à l'aise. « Eh bien, entre, mon enfant, » dit Madame Sullivan à Clara. « Tu dois être épuisé. Merci encore, Carter. »« Je passerai dans quelques jours, » dit Carter à Clara, ignorant le regard intéressé de Madame Sullivan. « Pour te montrer ces coins à baies que j'ai mentionnés, ceux qui sont au-delà de la limite de ma propriété. »« J'apprécierais cela, » dit Clara, et le sourire qu'elle lui adressa l'accompagna tout le long du chemin de retour au ranch. Au cours des 2 semaines suivantes, Carter se retrouva à faire de fréquents voyages à Bannack, toujours avec une raison plausible. Des provisions à aller chercher, des affaires avec la banque, le besoin de vérifier un cheval qu'il avait vendu à l'un des habitants. Chaque voyage incluait d'une manière ou d'une autre un arrêt à la pension de Madame Sullivan et se terminait généralement par une promenade ou un tour en chariot avec Clara pendant qu'il lui montrait la campagne environnante. Il l'emmena aux meilleurs coins à baie, comme promis, et aussi aux endroits où poussaient des herbes sauvages que Madame Chen disait pouvoir être utiles. Il lui montra les sentiers sûrs à travers les terrains plus accidentés, les endroits où le ruisseau pouvait être traversé facilement, les pointes de repère qui pouvaient guider quelqu'un vers la maison s'il se perdait. Mais plus que cela, il parlait. De longues conversations qui couvraient tout, des livres qu'ils avaient lus aux rêves qu'ils nourrissaient, en passant par les souvenirs des personnes qu'ils avaient perdues. Carter apprit que Clara voulait être enseignante depuis son enfance, qu'elle aimait la poésie et la musique, qu'elle avait un don pour le dessin qu'elle n'avait jamais eu les moyens de poursuivre correctement. Elle apprit qu'il avait envisagé d'étudier le droit avant la mort de son père et que le ranch ne devienne sa responsabilité. Qu'il élevait des chevaux autant par amour des animaux que pour le profit. Qu'il ressentait parfois le poids de l'isolement même s'il aimait la terre. Plus il passait de temps avec elle, plus Carter se surprenait à penser à Clara lorsqu'ils étaient séparés. Il se surprenait à écouter son rire,
à guetter la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle était excitée par quelque chose, à remarquer le mouvement gracieux de ses mains quand elle parlait. Il avait déjà fait la cour. C'étaient de brèves tentatives qui n'avaient jamais abouti. Son emploi du temps exigeant et sa difficulté à s'ouvrir aux autres étaient des obstacles. Mais avec Clara, c'était différent. Avec Clara, c'était facile. De son côté, Clara se sentait attirée par Carter d'une manière qui la surprenait et la ravissait. Elle admirait sa force tranquille, la façon dont il prenait soin de sa terre, de ses animaux et des gens qui dépendaient de lui. Elle appréciait sa prévenance, la façon dont il l'écoutait vraiment quand elle parlait, comment il la traitait comme une égale plutôt que comme une créature fragile à protéger. Et elle ne pouvait nier l'attirance physique qu'elle ressentait. La façon dont son pouce s'accélérait quand il l'aidait à monter dans le chariot, la chaleur qui se propageait en elle quand leurs mains se touchaient accidentellement. L'école fut prête une semaine avant le début des cours et Clara se jeta dans les préparatifs. La cabane qui servait d'école était petite mais solide, avec des bancs pour les élèves et un bureau pour elle à l'avant. Il y avait un tableau noir qui avait connu des jours meilleurs et une petite collection de livres bien usés donnés par divers habitants. Carter lui apporta une boîte de craie de son voyage à Virginia City et Madame Sullivan contribua avec du papier et des crayons achetés avec les fonds du conseil municipal. « Tu es prête, dit Carter, regardant avec approbation la salle de classe bien rangée. C'était le soir et il était passé après avoir terminé ses affaires en ville. Les enfants auront de la chance de t'avoir. J'espère que je suis prête, dit Clara, trahissant sa nervosité. J'ai préparé des leçons pour le premier mois, mais je crains de ne pas pouvoir gérer des enfants de tant d'âge et de niveaux différents en même temps. Tu y arriveras, dit Carter avec cette confiance tranquille sur laquelle elle avait appris à compter. Tu te soucies de bien faire les choses, ce qui signifie que tu trouveras un moyen. Elle se tourna pour le regarder, cet homme qui était devenu si important pour elle en si peu de temps. Tu as été si gentil avec moi, Carter, si encourageant. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi ces dernières semaines. Il se rapprocha et soudain la petite salle de classe parut encore plus petite. Clara, je dois te dire quelque chose. Ces dernières semaines à apprendre à te connaître, elles ont été les meilleures dont je me souvienne depuis longtemps. Tu as apporté quelque chose dans ma vie dont je ne savais même pas que ça me manquait. Je tiens à toi plus que je ne le devrais probablement après une si courte connaissance. Son cœur battait la chamade, mais elle soutint son regard fermement. Je tiens à toi aussi, Carter, beaucoup. Tu m'as fait me sentir la bienvenue ici d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tu m'as fait me sentir vu et apprécié. J'aimerais te faire la cour comme il se doit, dit Carter, les mots sortant avec une combinaison attachante de formalité et de nervosité. Si tu es d'accord, je sais que ta réputation d'institutrice est importante et je ne veux rien faire qui pourrait compromettre cela. Mais j'aimerais te rendre visite, être vu avec toi en public, voir où cela pourrait nous mener. La joie qui inonda Clara fut si intense qu'elle en eut le vertige. Oui, dit-elle simplement. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Le sourire de Carter était comme un lever de soleil, brillant et chaleureux. Il prit sa main, ses doigts calleux doux autour des siens, et le contact envoya des étincelles le long de son bras. Alors, avec ta permission, j'aimerais t'escorter à la fête paroissiale samedi prochain. C'est un événement communautaire, très convenable, et cela donnera aux gens une chance de te rencontrer avant le début de l'école. Je serais honoré, dit Clara, et elle le pensait. La fête paroissiale se tenait dans le plus grand bâtiment de Bannack, une combinaison d'églises et de salles communautaires, où les services avaient lieu le dimanche et divers rassemblements tout au long de la semaine. Clara avait assisté à un service depuis son arrivée en ville, assez pour rencontrer le pasteur et quelques habitants, mais c'était son premier grand événement social. Elle portait sa plus belle robe, un coton bleu doux qu'elle avait soigneusement reprisé et repassé. Madame Sullivan l'avait aidée à arranger ses cheveux dans un style élégant qui la faisait se sentir plus confiante, et lui avait prêté une broche en camée qui ajoutait une touche de raffinement à sa tenue simple. Carter arriva ponctuellement à 6 heures, conduisant le chariot plutôt qu'à cheval, et Clara vit l'approbation dans ses yeux quand il la vit. « Tu es magnifique, dit-il simplement, et la sincérité dans sa voix la fit rougir de plaisir. La salle des fêtes était déjà bondée à leur arrivée, remplie d'éleveurs et de citadins, de mineurs et de commerçants,
toute la population variée qui composait la communauté. De longues tables contenaient des plats couverts apportés par les participants, allant de simples haricots à des gâteaux élaborés, un festin partagé qui nourrirait tout le monde plusieurs fois. Carter garda Clara près de lui alors qu'il la présentait, sa main au creux de son dos, dans un geste à la fois protecteur et possessif. Elle rencontra le shérif, Tom Reynolds, qui était en effet aussi solide et juste que Carter l'avait décrit. Elle rencontra le médecin, un homme plus âgé nommé Samuel Wright, qui semblait ravi d'avoir une institutrice en ville. Elle rencontra des éleveurs et leurs femmes, des marchands et leurs familles, et d'innombrables autres dont elle essayait désespérément de se souvenir des noms. Plusieurs femmes avaient amené leurs enfants, et Clara prit soin de parler à chacun de ceux qui seraient dans sa classe. Certains étaient timides, se cachant derrière les jupes de leur mère. D'autres étaient audacieux et curieux, lui posant des questions sur son origine et sur ce que serait l'école. Elle traita chaque enfant avec patience et un intérêt sincère, et Carter regardait avec une admiration croissante. « Tu es une naturelle avec eux », dit-il lors d'un moment calme alors qu'ils remplissaient leurs assiettes sur les tables chargées. « Je l'espère », dit Clara. « Certains d'entre eux semblent excités par l'école, mais d'autres ont l'air moins enthousiastes. Laisse-leur le temps, conseilla Carter. La plupart d'entre eux n'ont jamais eu de scolarité régulière. Une fois qu'ils verront ce que tu as à offrir, ils changeront d'avis. » La soirée se poursuivit avec de la musique et de la danse. Un violoniste local jouait des airs entraînants qui firent danser des gens de tous âges. Carter entraîna Clara dans une contredanse, puis une valse, et elle fut surprise de découvrir qu'il était un bon danseur, malgré ses affirmations d'être trop un homme de labeur pour de tels raffinements. « Ma mère a insisté pour que j'apprenne », admit-il quand elle le complimenta. Elle disait qu'un gentleman devait savoir danser, même si ses mains étaient plus habituées à la corde et au cuir qu'aux gants blancs. « Ta mère était une femme sage, dit Clara, sentant la force de son bras autour de sa taille, alors qu'il tournait au rythme de la musique. « Elle t'aurait aimé, dit doucement Carter. Elle disait toujours que j'avais besoin de quelqu'un avec assez d'esprit pour me tenir tête, et assez de bon sens pour savoir quand se tenir à mes côtés à la place. » Les mots réchauffèrent Clara, et elle se retrouva à se pencher légèrement plus près de lui pendant qu'il dansait. Autour d'eux, elle pouvait voir des regards curieux de la part des autres participants, un mélange de spéculation et d'approbation. Elle savait qu'en étant ici avec Carter, en dansant avec lui si publiquement, elle faisait une déclaration sur leur relation. Dans une petite communauté comme celle-ci, de telles choses comptaient. Mais elle découvrit qu'elle ne se souciait pas des commérages. Elle était fière d'être vue avec Carter, fière d'être revendiquée par lui de cette manière. Tard dans la soirée, ils sortirent prendre l'air, trouvant un coin tranquille loin de la salle bondée. La nuit du Montana était fraîche et claire, les étoiles parsemant le ciel en une telle profusion que Clara en eut le souffle coupé devant la beauté du spectacle. « Je n'ai jamais vu d'étoiles comme ça à Philadelphie, dit-elle, penchant la tête en arrière pour admirer le spectacle céleste. Il y avait trop de fumée, trop de lumière, mais ici, elles sont si brillantes, si nombreuses. » Un des avantages de l'isolement, dit Carter, debout près d'elle. Quand on est loin de la civilisation, on peut voir les choses plus clairement, les étoiles, les montagnes, ce qui compte vraiment. Elle le regarda et le trouva déjà en train de l'observer. Le moment s'étira entre eux, lourd de possibilités, puis Carter tendit la main et lui caressa doucement la joue. « Clara, dit-il, et son nom sur ses lèvres était comme une prière. « Puis-je t'embrasser? » « Oui, souffla-t-elle, puis sa bouche fut sur la sienne, douce mais sûre, et les étoiles au-dessus furent soudain rivalisées par celles qui éclatèrent derrière ses yeux fermés. Le baiser était tout ce qu'un premier baiser devrait être, doux et curieux, tendre et prometteur. Quand ils se séparèrent enfin, Clara était à bout de souffle, et les yeux de Carter étaient sombres d'émotion. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, dit-il, les mots bruts et honnêtes. Je sais que c'est rapide, peut-être trop rapide, mais c'est la vérité. Tu as bouleversé tout mon monde de la meilleure façon possible. Je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi, admit Clara, sa main venant couvrir la sienne là où elle reposait encore contre sa joue. Je suis venue dans l'Ouest pour un nouveau départ, un endroit pour construire une vie. Je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un comme toi, quelqu'un qui me fait me sentir si complètement vu et apprécié.
Ils restèrent ensemble sous les étoiles pendant longtemps, parlant à voix basse de leurs espoirs et de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs incertitudes. Carter parla de sa vision pour le ranch, comment il voulait développer l'élevage de chevaux, peut-être un jour fournir des montures à l'armée. Clara parla de ses projets pour l'école, comment elle espérait un jour ajouter des matières plus avancées, peut-être même créer une petite bibliothèque pour la communauté. Nous pourrions construire quelque chose ensemble, dit finalement Carter. Pas tout de suite. Je sais que tu dois t'établir avec l'école et la cour doit être faite correctement. Mais à terme, si les choses progressent comme je l'espère, nous pourrions combiner nos rêves. Le ranch et l'école, une maison et une vie ensemble. J'aimerais ça, dit Clara, et elle sentit la vérité de ces mots au plus profond de son être. C'était ce qu'elle avait cherché sans même le savoir. Pas seulement un nouveau départ, mais un vrai foyer, un partenaire qui valorisait ses forces et soutenait ses ambitions. L'école commença un lundi matin ensoleillé de début septembre. Clara arriva à l'école 1 heure en avance, l'estomac noué par une anticipation nerveuse. Elle avait disposé les bancs pour accueillir différents groupes d'âge, préparé des leçons pour 3 niveaux différents et rempli le seau d'eau à la pompe de la ville. Tout était aussi prêt qu'elle pouvait le faire. Les élèves arrivèrent par groupe. Les enfants de la ville marchant depuis leur maison voisine, les enfants des ranchs déposés par leurs parents ou des frères et sœurs plus âgés qui les avaient conduits en chariot ou à cheval. Au moment où Clara sonna la cloche pour commencer la journée, elle avait 18 élèves âgés de 6 à 14 ans. Un mélange difficile mais gérable si elle était prudente dans sa planification. Le premier jour fut difficile, comme le sont toujours les premiers jours. Les plus jeunes étaient agités et facilement distraits. Les plus âgés étaient sceptiques et testaient les limites. Mais Clara s'était préparée à cela, et elle releva chaque défi avec patience et fermeté à part égale. Au moment où elle les renvoya à 3 heures, elle était épuisée mais prudemment optimiste. Carter passa alors que les derniers élèves partaient, ayant synchronisé son voyage en ville avec la fin de la journée d'école. « Comment ça s'est passé? » demanda-t-il, lisant la lassitude sur son visage. « C'était difficile, admit Clara, mais pas impossible. Je pense qu'une fois que nous aurons établi une routine, ce sera plus facile. Les enfants sont intelligents, juste indisciplinés par manque de scolarité constante. »« Tu y arriveras, » dit Carter avec confiance. Il l'aida à ranger la salle de classe, puis la raccompagna à la pension, portant son sac de livres et de fournitures. Ces petits gestes d'attention étaient devenus une routine au cours des dernières semaines, et Clara chérissait chacun d'eux. Alors que septembre se transformait en octobre, Clara s'installa dans son rôle d'enseignante, tandis que sa relation avec Carter s'approfondissait et grandissait. Il venait en ville 2 fois par semaine sans faute, chronométrant ses visites à la fin de la journée d'école pour pouvoir la raccompagner. Le samedi, il l'emmenait au ranch où elle aidait Mme Chen avec les conserves ou d'autres tâches ménagères pendant que Carter travaillait. Et puis ils soupaient ensemble avant qu'il ne la ramène en ville. La communauté observait leurs cours avec approbation, reconnaissant un bon parti quand ils en voyaient un. Mme Sullivan jouait les chaperons au besoin, mais elle leur laissait aussi de l'espace pour développer leurs relations, comprenant que c'étaient des adultes matures à qui l'on pouvait faire confiance pour se comporter correctement. Un samedi de fin octobre, Carter emmena Clara faire de l'équitation pour la première fois. Il la plaça sur sa jument la plus douce et la guida à travers les terres du ranch à une allure facile. Les trembles étaient devenus dorés, des touches de couleurs vives contre des conifères et le ciel bleu, et Clara avait l'impression de chevaucher dans un tableau. « C'est ma période préférée de l'année, » dit Carter, alors qu'il s'arrêtait à un point élevé qui surplombait une grande partie du ranch. Le travail de l'été est terminé, le bétail est gras grâce au bon pâturage, et l'hiver n'est pas encore arrivé pour rendre tout difficile. « C'est magnifique, » acquiesça Clara, admirant la vue devant elle. « Je comprends pourquoi tu aimes tant cette terre, tante. » Elle entre dans le son, n'est-ce pas? Oui, dit Carter. Mon père disait qu'une fois que le Montana te réclame, tu ne seras jamais heureuse ailleurs. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire quand j'étais plus jeune, mais je comprends maintenant. Il descendit de cheval et l'aida à descendre, et ils se tinrent ensemble, regardant la vallée. Le bras de Carter passa autour de ses épaules, et elle se blottit contre sa chaleur. « Clara, je dois te demander quelque chose, dit-il, et elle pouvait entendre de la nervosité dans sa voix malgré sa tentative de paraître décontractée.
Nous nous fréquentons depuis près de 2 mois maintenant, et pendant ce temps, je ne suis devenu que plus certain de mes sentiments. Je t'aime. J'aime ta force et ta gentillesse, ton intelligence et ton esprit. J'aime la façon dont tu t'occupes de tes élèves et la façon dont tu ris de mes mauvaises blagues. J'aime qui je suis quand je suis avec toi. Clara se tourna pour lui faire face, le cœur battant. Je t'aime aussi, Carter. Tu dois le savoir. Je le sais, dit-il. C'est pourquoi j'espère que tu diras oui quand je te demanderai de m'épouser. Il sortit de sa poche une petite boîte, l'ouvrit pour révéler une délicate bague en or sertie d'un saphir petit mais magnifiquement taillé. C'était la bague de ma grand-mère, dit-il. Mon père l'a donnée à ma mère quand ils se sont mariés, et elle me l'a donnée avant de mourir. Elle m'a dit de la garder pour la femme que j'aimerais un jour. Je serais honoré si tu la portais, Clara, si tu acceptais d'être ma femme. Des larmes montèrent aux yeux de Clara, mais c'étaient des larmes de joie. Oui, dit-elle, la voix brisée par l'émotion. Oui, je t'épouserai, Carter. Je ne peux rien imaginer que je désire plus. Il lui glissa la bague au doigt, et elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Puis il la prit dans ses bras et l'embrassa profondément, avec tout l'amour et la promesse qui s'étaient construits entre eux au cours des derniers mois. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux souriaient à travers des larmes de bonheur. Quand, demanda Clara, quand devrions-nous nous marier? Quand tu veux, dit Carter. L'hiver approche et il serait peut-être sage d'attendre le printemps quand le temps sera meilleur et les déplacements plus faciles pour les invités qui voudraient venir. Clara y réfléchit. Et si on se mariait à Noël, suggéra-t-elle. L'école sera en vacances, donc je n'aurai pas à m'inquiéter de mes responsabilités là-bas. Et il semble approprié de commencer notre nouvelle vie ensemble au début d'une nouvelle année. Noël, ce sera, acquiesça Carter, et il l'embrassa de nouveau pour céder la décision. Les mois suivants passèrent dans un tourbillon d'activités alors que Clara jonglait entre ses responsabilités d'enseignante et les préparatifs du mariage. La communauté accueillit le mariage à venir avec enthousiasme. Les femmes aidèrent Clara à coudre une robe de mariée avec du tissu que Carter avait commandé à Virginia City. Les hommes préparaient une célébration qui réunirait éleveurs et citadins. Les élèves de Clara étaient ravis du mariage, surtout quand Carter commença à passer régulièrement à l'école et qu'ils virent à quel point leur maîtresse était heureuse. Ils l'aidaient à porter l'eau, à couper du bois pour le poêle, à réparer tout ce qui devait l'être, tout en discutant facilement avec les enfants et en gagnant lentement le cœur des élèves les plus sceptiques. Tu es doué avec eux, lui dit Clara un après-midi, alors qu'il rentrait à la pension après qu'il eut passé 1 heure à aider certains des garçons plus âgés avec leur arithmétique. J'aime les enfants, dit simplement Carter. J'espère que nous en aurons un jour si tu le veux. Je le veux, dit doucement Clara. Je veux une famille avec toi, Carter, des enfants pour remplir cette grande maison de bruit et de rire. Notre maison, la corrigea-t-il doucement. Après Noël, ce sera aussi ta maison, ton foyer. À l'approche de Noël, l'excitation à Bannack grandissait. Le mariage serait l'événement social de la saison, un rare point lumineux au milieu du Deux-Rivières du Montana. Madame Sullivan s'était surpassée dans les préparatifs, se coordonnant avec Madame Chen pour planifier un festin qui nourrirait les 50 invités attendus. L'église avait été décorée de branches de conifères et de bougies, transformant le simple bâtiment en quelque chose de magique. La veille du mariage, Clara veilla tard avec Madame Sullivan et plusieurs autres femmes de la ville, faisant les derniers ajustements à sa robe et parlant de ce que le lendemain apporterait. La robe était simple mais belle, faite de laine couleur crème qui serait à la fois jolie et pratique pour un mariage d'hiver. Madame Sullivan avait contribué avec un col en dentelle qui avait appartenu à sa propre grand-mère, et Madame Chen avait envoyé un magnifique châle en soie qui avait appartenu à la mère de Carter. Tu gagnes plus qu'un mari demain, dit Madame Sullivan, en aidant Clara à essayer la robe une dernière fois. Tu gagnes une famille, un foyer, une toute nouvelle vie. Je sais, dit Clara, se regardant dans le miroir et reconnaissant à peine la femme radieuse qui la regardait. Je suis venue au Montana pour un travail, pour un moyen de subvenir à mes besoins et de faire une différence. Je n'aurais jamais imaginé trouver l'amour, trouver un partenaire qui valorise tout ce que je suis et veux être. Carter est un homme bon, dit une des autres femmes, et il a de la chance de t'avoir trouvé. Tu es bonne pour lui, tu le fais sortir de sa coquille. Le jour du mariage se leva clair et froid.
le genre de journée d'hiver du Montana où le ciel est d'un bleu impossible et l'air si vif qu'il fait mal de respirer. Clara se réveilla tôt, trop excitée pour dormir, et passa la matinée à se préparer avec l'aide de Madame Sullivan et des autres femmes. Carter, pendant ce temps, était au ranch, passant par ses propres préparatifs avec l'aide de ses ouvriers et de plusieurs amis de la ville. Ils avaient insisté sur la tradition de garder les mariés séparés jusqu'à la cérémonie, et Carter se sentait à la fois impatient que l'attente se termine et reconnaissant d'avoir le temps de calmer ses nerfs. Tu fais ce qu'il faut, lui dit son contremaître, un cowboy grisonnant nommé Jack Harris, alors que Carter luttait avec son col pour la troisième fois. Mademoiselle Montgomery est une femme bien, elle te rendra heureux. Je sais, dit Carter, réussissant enfin à faire coopérer le col. Je suis l'homme le plus chanceux du Montana. L'église était bondée quand Clara arriva. Apparemment, chaque personne de Bannack et des ranchs environnants s'entassait dans les bancs. Elle pouvait voir Carter attendre à l'avant avec le pasteur, l'air beau et nerveux dans son plus beau costume, et son cœur se gonfla d'amour pour lui. Madame Sullivan la conduisit à l'hôtel, remplaçant le père que Clara n'avait plus, et plaça sa main dans celle de Carter avec un sourire et une bénédiction chuchotée. Puis Clara se tenait à côté de lui, le regardant dans les yeux alors que le pasteur commençait la cérémonie. Les vœux étaient traditionnels, mais quand Carter dit « oui, je le veux », sa voix était forte et sûre, et quand Clara prononça ses propres vœux, elle sentit la vérité de ces mots résonner dans tout son être. C'était juste, c'était le destin, c'était le foyer et l'amour qu'elle avait cherché toute sa vie. « Je vous déclare maintenant mari et femme », dit le pasteur, et Carter n'attendit pas la permission pour embrasser sa mariée. Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un baiser qui contenait tout l'amour et la promesse de leur avenir ensemble, et l'Église éclata en acclamations et en applaudissements. La célébration qui suivit fut tout ce qu'un mariage de pionniers devrait être. De la nourriture abondante, de la musique entraînante, de la danse, des rires et de la joie. Clara dansa avec Carter, avec le shérif, avec le médecin, avec apparemment tous les hommes de Bannack. Carter dansa avec Clara, avec Madame Sullivan, avec Madame Chen, répandant son bonheur dans la pièce. Alors que la soirée touchait à sa fin, Carter et Clara s'éclipsèrent de la fête, montant dans le chariot pour le trajet vers le ranch, vers leur maison. Quelqu'un avait attaché des boîtes de conserve et des rubans à l'arrière du chariot, et ils cliquetèrent bruyamment alors que les chevaux s'éloignaient de la ville. Un joyeux départ dans la vie conjugale. La maison du ranch était chaleureuse et accueillante à leur arrivée. Madame Chen avait laissé des feux allumés et un simple souper les attendant avant de partir passer la nuit chez des amis en ville, laissant nos jeunes mariés leur intimité. Carter porta Clara pour franchir le seuil de la manière traditionnelle, tous deux riant alors qu'il faillit lui cogner la tête contre le cadre de la porte. « Bienvenue à la maison, Madame Anderson, dit-il, la déposant délicatement et la prenant dans ses bras. « Ça semble juste, dit Clara, regardant la pièce principale avec de nouveaux yeux. C'était sa maison maintenant, l'endroit où elle construirait sa vie avec Carter. J'ai l'impression d'être enfin arrivé là où je suis censé être. Cette nuit-là, ils s'unirent en tant que mari et femme. Leur amour s'exprima dans une passion tendre qui les laissa tous deux à bout de souffle et émerveillés par la profondeur de leur connexion. Ensuite, ils restèrent allongés ensemble dans le lit de Carter, maintenant leur lit, parlant doucement de leurs projets et de leurs rêves. « Je veux que tu saches que je soutiens ton enseignement, » dit Carter, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son épaule. « Je sais que certains hommes attendraient de leur femme qu'elle abandonne cela, mais je t'ai épousé en sachant que l'enseignement fait partie de qui tu es. Nous trouverons une solution, quoi qu'il en coûte. »« Merci, » dit Clara, touchée par sa compréhension. « J'étais inquiète de savoir comment tout équilibrer, mais savoir que tu me soutiens fait toute la différence. » Ils élaborèrent un plan au cours des jours suivants. Pendant la période scolaire, Clara resterait en ville pendant la semaine, logeant chez Madame Sullivan comme avant. Les week-ends et pendant les vacances scolaires, elle serait au ranch avec Carter. Ce n'était pas parfait, mais cela lui permettait de remplir ses fonctions d'enseignante tout en construisant son mariage. Et tous deux convinrent que le sacrifice d'un peu de temps ensemble en valait la peine. L'hiver passa à ce rythme, et Clara s'épanouit dans ses deux rôles. Ses élèves progressaient sous son enseignement constant, faisant des progrès qui ravissaient à la fois Clara et leurs parents.
Et son mariage avec Carter s'approfondissait à chaque week-end passé ensemble, chaque lettre échangée pendant la semaine, chaque moment volé lorsqu'ils se rendaient en ville. Au printemps, alors que la neige fondait et que les montagnes verdissaient, Clara découvrit qu'elle était enceinte. Elle l'annonça à Carter un samedi soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le porch, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs brillantes. « Es-tu heureux ?» demanda-t-elle, soudain nerveuse de la façon dont il recevrait la nouvelle. « Heureux. » Carter la serra contre lui, sa main venant se poser protectrice sur son ventre encore plat. « Je suis plus que heureux. Je suis béni. Nous allons avoir un enfant, Clara, une famille. » « Je devrais arrêter d'enseigner, » dit Clara, exprimant la tristesse qu'elle ressentait face à cette réalité. « Au moins pour un temps. Une fois que ça commencera à se voir, il ne sera pas convenable de continuer en classe. »« Je sais que ça te manquera, » dit doucement Carter. « Mais ce n'est pas forcément pour toujours. Une fois que le bébé sera plus grand, si tu veux retourner à l'enseignement, nous trouverons un moyen. Peut-être même créer une école plus près du ranch pour les enfants de cette région qui ont tant de mal à se rendre en ville. » L'idée intrigua Clara, et ils passèrent la soirée à discuter des possibilités, faisant des plans qui s'étendaient sur des années dans le futur. C'était l'une des choses qu'elle aimait le plus chez Carter, sa capacité à penser à long terme, à voir au-delà des défis immédiats le potentiel qui s'offrait à eux. Clara enseigna jusqu'à la fin de l'année scolaire en mai, puis annonça qu'elle ne reviendrait pas à l'automne, citant son désir de se concentrer sur son mariage et ses tâches ménagères. La communauté comprit, bien que les élèves fussent tristes de la voir partir. Elle promit d'aider à trouver un remplaçant et passa l'été à correspondre avec les écoles normales de l'Est pour recruter un nouvel enseignant. Au fur et à mesure que sa grossesse avançait, Clara s'installa pleinement dans la vie du ranch. Elle travailla aux côtés de Madame Chen, apprenant à gérer la maison, à cuisiner pour les ouvrières du ranch pendant les saisons chargées, à s'occuper du jardin et à conserver de la nourriture pour l'hiver. Elle aida également Carter avec les chevaux quand elle le pouvait, apprenant à reconnaître les bonnes lignées et une conformation saine. « Tu as l'œil, » lui dit Carter un après-midi, alors qu'il regardait un nouveau poulain faire ses premiers pas chancelants. « Ce petit va être spécial. Des os solides, de bonnes proportions, des yeux intelligents. » « Elle me rappelle sa mère, » dit Clara, regardant la jument caresser son bébé avec protection. Cette même qualité d'alerte, comme si rien ne lui échappait. Leur premier enfant, un fils, naquit en décembre 1879, arrivant pendant une tempête de neige qui semblait appropriée pour un bébé d'hiver du Montana. Le travail fut long et difficile, mais le Dr. Wright était là pour aider, et Carter ne quitta jamais le côté de Clara, lui tenant la main et lui offrant le réconfort qu'il pouvait. « Comment devrions-nous l'appeler ?» demanda Clara, épuisée mais rayonnante alors qu'elle tenait leur fils pour la première fois. « Je pensais à James, » dit doucement Carter, d'après mon père. « James Carter Anderson. »« James, » répéta Clara, testant le nom. « J'aime bien, James Montgomery Anderson, avec nos deux noms de famille. »« Parfait, » acquiesça Carter, touchant doucement la petite main de son fils et s'émerveillant lorsque les doigts du bébé se refermèrent sur les siens. Les années suivantes passèrent dans un tourbillon de joie et de travail, de défis et de triomphes. Ils eurent deux autres enfants, une fille nommée Sarah, née en 1881, et un autre fils, Thomas, né en 1884. Le ranch prospéra sous la direction de Carter, l'élevage de chevaux acquérant une réputation qui attirait des acheteurs d'aussi loin que Fort Laramie et même plus à l'est. Clara avait eu raison à propos de James. Il était spécial. À l'âge de 3 ans, il suivait son père partout dans le ranch, apprenant le métier depuis le début. Sarah se révéla avoir l'esprit intellectuel de sa mère, posant toujours des questions et voulant connaître le pourquoi de tout. Et Thomas, le bébé, était intrépide et aventureux, tenant Clara constamment en alerte. En 1885, avec les 3 enfants assez grands pour être quelque peu indépendants pendant la journée, Clara raviva son rêve d'enseigner. Elle et Carter travaillèrent ensemble pour construire une petite école sur la propriété du ranch. Clara ouvrit une école qui servait non seulement leurs propres enfants, mais aussi les enfants des ranchs voisins et même certaines familles de Bannack qui préféraient le cadre plus intime. L'école ne fut jamais grande, rarement plus d'une 12aine d'élèves, mais Clara l'aimait précisément pour sa taille.
Elle pouvait donner à chaque enfant une attention individuelle, adapter les leçons à leurs besoins et intérêts, et les voir vraiment s'épanouir sous sa garde. Tu es radieuse, lui dit Carter un soir, alors qu'elle parlait avec enthousiasme d'une percée qu'un de ses élèves avait faite avec la division longue. L'enseignement te rend heureuse d'une manière que rien d'autre ne fait. Ça me rend heureuse, acquiesça Clara. Mais ce n'est pas la seule chose qui me rend heureuse. Tu me rends heureuse. Nos enfants me rendent heureuse. Cette vie que nous avons construite ensemble me rend heureuse. L'enseignement n'est qu'une partie d'une vie entière que j'aime. À mesure que les enfants grandissaient, ils trouvèrent chacun leur place dans le ranch et la famille. James, sérieux et responsable, était clairement préparé pour prendre un jour la relève de son père au ranch. Sarah, brillante et curieuse, parlait de devenir médecin ou peut-être avocate, des ambitions que Clara et Carter encourageaient tous deux, sachant à quel point de tels chemins seraient difficiles pour une femme. Thomas montra un don avec les chevaux qui dépassait même celui de son père, capable de calmer même les animaux les plus craintifs avec patience et une compréhension étrange de leurs besoins. Au printemps de 1890, 12 ans après cette première rencontre, près des buissons de mûres, Carter et Clara se tenaient ensemble à l'endroit même où ils l'avaient demandé en mariage. Ils regardaient le ranch qui avait grandi et prospéré sous leur direction conjointe. « Tu regrettes parfois ?» demanda Carter, son bras autour de ses épaules, dans un geste devenu aussi naturel que de respirer au fil des ans. D'avoir abandonné ta vie à l'Est, de t'être lié à un rude éleveur au milieu de la nature sauvage du Montana. Clara rit et se tourna pour lui faire face, ses mains venant encadrer son visage. Regretter? Carter, t'épouser et construire cette vie avec toi est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Tu m'as donné tout ce que je ne savais même pas que je cherchais. Un foyer, une famille, un partenariat d'égaux, un amour qui me soutient à travers chaque défi. C'est moi qui ai eu la meilleure part du marché, dit Carter en la serrant contre lui. J'étais à moitié vivant avant que tu n'entres dans ma vie. Je me contentais de vivre sans vraiment rien ressentir. Tu m'as réveillé, tu m'as rendu entier. Ils s'embrassèrent comme la première fois qu'ils l'avaient demandé en mariage, avec amour et promesse, et la certitude qui venait d'années à se choisir l'un l'autre chaque jour. Autour d'eux, le ranch bourdonnait de vie, le bétail meuglant au loin, les chevaux hennissant dans les enclos, le son des rires de leurs enfants provenant de la maison où ils aidaient Madame Chen à préparer le souper. « Je t'ai trouvé en train de cueillir des baies sur mes terres, » dit Carter, faisant écho aux souvenirs qui avaient tout commencé. « Et tu as dit que tu étais désolé, que tu ne savais pas. Mais je pense que peut-être tu savais, quelque part au fond de toi. Je pense que peut-être nous savions tous les deux, même ce premier jour, que nous avions trouvé quelque chose de spécial. Peut-être bien, acquiesça Clara en lui souriant, ou peut-être avons-nous simplement eu une chance incroyable. Quoi qu'il en soit, je ne changerai rien à la façon dont notre histoire s'est déroulée. » Alors que le soleil se couchait sur les montagnes du Montana, peignant le ciel des couleurs brillantes qu'ils avaient observées ensemble des centaines de fois au fil des ans, Clara et Carter retournèrent à leur maison, main dans la main. 3 enfants, un ranch prospère, une école qui faisait une différence dans leur communauté et un amour qui n'avait fait que se renforcer avec le temps. C'était plus que ce que l'un ou l'autre avait rêvé cet après-midi près des buissons de baie, mais c'était exactement ce dont ils avaient tous deux besoin. La maison était chaude et lumineuse à leur entrée, remplie des sons et des odeurs du foyer. Madame Chen s'était surpassée pour le souper et la table était chargée des plats préférés de chacun. James se lança immédiatement dans le récit de la naissance d'un nouveau poulain cet après-midi-là. Sarah voulait discuter d'un livre qu'elle avait lu et Thomas faisait pression avec enthousiasme pour avoir la permission d'essayer de débourrer un des chevaux plus âgés. Clara croisa le regard de Carter à travers le chaos du dîner de famille et ils partagèrent un sourire de parfaite compréhension. C'était leur vie bruyante et désordonnée et absolument merveilleuse. Ils l'avaient construite ensemble à partir de presque rien. 2 personnes qui s'étaient trouvées par hasard et avaient créé quelque chose de durable par le choix, l'engagement et l'amour. Après le souper, comme c'était devenu leur tradition, la famille se rassembla dans la pièce principale. Carter joua de la guitare pendant que Clara et les enfants chantaient, la musique remplissant la maison de chaleur. Plus tard, après que les enfants eurent été envoyés au lit avec des câlins et des baisers,
Clara et Carter s'assirent ensemble près du feu, sa tête sur son épaule, son bras autour de sa taille. Parle-moi de demain, dit Clara, une question devenue un rituel entre eux au fil des ans. Demain, dit Carter pensivement, je dois vérifier le troupeau dans le pâturage nord, m'assurer qu'ils ont bien supporté la tempête de la nuit dernière. Et j'ai promis à Thomas de lui apprendre cette nouvelle technique de corde. Et toi? Demain, j'ai école, dit Clara. Nous commençons une unité sur la piste de l'Oregon et j'ai recueilli des histoires de gens en ville qui sont venus dans l'Ouest en chariot. Les enfants sont très excités. Et puis le soir, je pensais travailler sur la courte pointe que j'assemble. Ça a l'air d'une bonne journée, dit Carter, déposant un baiser sur le sommet de sa tête. Ça a l'air d'une journée parfaite, corrigea Clara, tout comme aujourd'hui était parfait, et le jour d'avant, et chaque jour que je passe avec toi. Les années continuèrent de passer, chacune apportant ses propres joies et défis. Ils traversèrent des sécheresses et des hivers rigoureux, célébrèrent des naissances et pleurèrent des morts, virent leurs enfants devenir des adultes forts et compétents qui portaient les valeurs que Clara et Carter avaient si durement inculquées. James épousa la fille d'un éleveur de Bannock et l'amena vivre au ranch, travaillant aux côtés de son père et prenant finalement en charge une plus grande partie de la gestion quotidienne. Sarah défia les attentes de tous en allant étudier la médecine à l'Est, devenant l'une des rares femmes médecins du Montana à son retour pour établir un cabinet à Virginia City. Thomas se rendait au Texas pour apprendre des techniques avancées de dressage de chevaux, puis rentra chez lui pour développer l'élevage du ranch en l'un des plus respectés du territoire. À travers tout cela, Clara et Carter restèrent l'encre et le soutien l'un de l'autre. Ils célébrèrent leur 25e anniversaire en 1903, entourés d'enfants et de petits-enfants, d'amis et de voisins qui avaient partagé leur parcours. La fête eut lieu au ranch, et alors que Carter portait un toast à sa femme devant la foule rassemblée, sa voix était épaisse d'émotion. Il y a 25 ans, j'ai épousé la femme qui était entrée sans permission sur mes terres pour cueillir des baies, dit-il, et des rires parcoururent la foule à cette histoire familière. Elle s'est excusée, a dit qu'elle ne savait pas qu'elle était sur une propriété privée. Mais je suis reconnaissant chaque jour qu'elle se soit égarée sur mes terres, car la trouver, c'était me trouver moi-même. Clara, tu as été ma partenaire, mon amante, ma meilleure amie, la mère de mes enfants et l'amour de ma vie. À 25 autres années ensemble. À 25 autres années, répéta la foule en levant leur verre. Clara se leva et se plaça aux côtés de Carter, ses yeux brillants de larmes de joie. Je suis venue au Montana seule et incertaine, dit-elle, ne cherchant rien de plus qu'un travail et un nouveau départ. Au lieu de cela, j'ai trouvé un foyer, une famille et un amour au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Carter, tu m'as donné la plus belle des vies, et je suis reconnaissante pour chaque moment que nous avons partagé. À notre prochaine aventure ensemble. Ils s'embrassèrent sous les acclamations et les applaudissements, puis la fête commença vraiment, avec de la musique et de la danse qui durèrent tard dans la nuit du Montana. En vieillissant, Clara et Carter cédèrent progressivement plus de responsabilités de ranch à James et sa femme, bien qu'ils restèrent actifs et impliqués bien au-delà de leurs 60 ans. Clara continua d'enseigner à la petite école jusqu'à ses 65 ans, lorsque l'arthrite dans ses mains rendit finalement l'écriture au tableau trop douloureuse pour continuer. Même à la retraite, cependant, elle donnait des cours particuliers aux enfants qui avaient besoin d'aide supplémentaire et maintenait une petite bibliothèque dans sa maison qui était ouverte à tous dans la communauté. Un soir d'été en 1915, 37 ans après leur première rencontre, Clara et Carter étaient assis ensemble sur leur porche, regardant le soleil se coucher sur les montagnes qu'ils aimaient. Ils avaient tous deux la fin de la soixantaine maintenant, leurs cheveux argentés et leurs visages ridés par l'âge, mais leur amour était aussi fort que jamais. « Tu te souviens de ce jour où tu m'as trouvé en train de cueillir des baies ?» demanda Clara, une question qu'elle avait posée de nombreuses fois au fil des ans, mais qu'elle ne se lassait jamais de révisiter. « Chaque détail, dit Carter en lui prenant de la main. Tu étais si belle, debout là avec ton panier, l'air d'avoir été surprise en train de voler les joyaux de la couronne. Et quand tu as dit que tu étais désolée, que tu ne savais pas, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Je n'ai pas reconnu cela comme de l'amour à l'époque, mais c'est ce que c'était, le début, en tout cas. J'étais si gênée, se souvint Clara en riant, et si inquiète que tu me fasses arrêter.
Mais ensuite, tu as été gentil et cette gentillesse a ouvert la porte à tout le reste. La meilleure violation de propriété qui soit jamais arrivée sur mes terres, dit Carter et lui baisa doucement de la main. Ils restèrent assis ensemble dans un silence confortable alors que le ciel passait du bleu à l'orange puis au violet, le rythme familier du ranch s'installant dans le soir tout autour d'eux. 3 générations d'Anderson appelaient maintenant cet endroit leur foyer, un héritage qui continuerait longtemps après le départ de Carter et Clara. On a bien réussi, n'est-ce pas? Dit doucement Clara. Nous avons construit quelque chose de bien ici. Nous avons construit quelque chose de merveilleux, acquiesça Carter. Une famille, un foyer, une vie pleine d'amour et de sens. Je n'aurais pas pu demander plus. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait, Carter Anderson et Clara Montgomery. Anderson étaient assis ensemble sur leur porche, les mains jointes, le cœur plein, entourés par la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Une vie née d'une rencontre fortuite près de buissons de murs et d'excuses qui avaient ouvert la porte à tout. Leur histoire d'amour avait commencé par une transgression et un pardon, et elle était devenue quelque chose qui perdurerait pendant des générations. Un témoignage du pouvoir de la gentillesse, de la force du partenariat et de la nature durable du véritable amour dans la nature sauvage du Montana, qu'ils appelaient tous deux leur foyer.